facilitateur graphique qui nous racontera aussi en dessin la matinée qu'on va vivre ensemble. Donc voilà, donc on aura l'occasion de partager avec lui son regard à la fois pendant la pause et à la fin de l'atelier. Voilà, donc avant de commencer la table ronde et de vous présenter les experts, je passe la parole à Myriam pour un petit sondage. Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. On se disait qu'avant de démarrer les débats, on prendrait un peu la température. Alors, je ne sais pas si ça se dit par temps du Covid, mais je le dis quand même. Et donc, on a préparé un petit sondage avec 2 questions assez rapides que je vais lancer tout de suite. Normalement, ça devrait marcher, c'est comme toujours. Vous êtes connecté depuis un autre appareil, votre sondage est inactif, il me dit. Alors, je vais arrêter le partage parce que c'est peut-être ça qui bloque. Excusez-moi, excusez-nous. Tant que Myriam partage le sondage, je peux juste vous dire un mot sur la FNCCR aussi, qu'est-ce qu'on co-organise aux côtés d'Energy Cities cette matinée d'échange. Donc, on est la Fédération nationale des collectivités, une association 100% publique qui rassemble des collectivités à gouvernance et financement 100% public autour des thèmes de l'énergie, des réseaux d'eau et d'assainissement et des réseaux numériques, et notamment effectivement la rénovation énergétique avec le programme Acté qu'on a le plaisir de porter auprès des collectivités. Et je vois que Myriam a lancé le sondage. C'est parfait, je laisse la parole. Tu le vois parce que moi, je ne le vois pas. Il me dit que je suis Tout à connectée. fait, on l'a tous. Donc On le du voit bien, coup, oui. Ah première bon, moi, je ne le vois question. pas. Donc, je ne sais pas comment le commander parce que je ne vois pas les questions. Alors, je peux le lire si tu veux. On a les 2 questions qui s'affichent. Vous pouvez scroller. Vous avez première question. Qui êtes-vous? Collectivité territoriale, agent, élu, bureau d'études, ALEC, architecte, entreprise du secteur bâtiment, institution financière au sens large du terme, certains se Voilà. reconnaîtront, centre de formation de recherche, ONG ou autre organisme. On vous Voilà. laisse voter pour la première question. Voilà, votez déjà pour la première. Et puis, tu me diras quand la deuxième s'affichera, Alors, la Guillaume. deuxième est également affichée. On voit D'accord. il Alors, et suffit la à tout le monde de scroller. deuxième, voilà, la deuxième, elle est assez simple aussi. L'idée, c'était d'être un peu interdisciplinaire. Donc, on vous renvoie un peu à la littérature pour sentir un peu quelle est votre attitude vis-à-vis de la rénovation énergétique. Je peux pas lire les questions parce que je les vois pas. Alors, si on en s'en tient qu'au titre, la rénovation énergétique, vous êtes plutôt côté littérature, le meilleur des mondes. On laissera chacun à rappeler quels sont les auteurs, évidemment. Candide ou l'optimisme, les raisins de la colère, voyage au bout de la nuit ou l'Odyssée. Jusqu'où ça vous emmène ou jusqu'où ça vous arrête la rénovation énergétique? Alors, je pense, Myriam, que tu dois avoir les résultats qui s'affichent quelque part. Moi, j'ai rien. Il me dit Non, que. c'est moi qui C'est toi, vois. Peter, Ouais, impeccable. ouais. Et pour l'instant, il y en a 27 sur 44 participantes qui ont participé, donc je laisse encore un peu du temps. Comme on dit, à vos claviers ou à votre souris Oui. précisément. Alors, précisons que vous n'êtes pas obligé de connaître tous les auteurs ou d'avoir lu tous ces livres pour pouvoir participer à ce Tout à sondage. fait. C'est pour ça qu'on a parlé du titre, mais évidemment, ça peut peut-être vous donner envie de les reprendre, les bons classiques. Qu'est-ce que Bon, donne je Vas-y, pense Peter. que plus personne répond aux questions, donc je vais arrêter parce qu'on va pas passer trop du temps non plus là-dessus. Et je partage les résultats. Donc, Alors, tu les commandes, Peter? non, vas-y, je te laisse Alors, faire. en majorité, 54% collectivités locales, territoriales, côté agents. On a également des élus en tour de table, ALEC, architectes urbanistes et autres organismes. N'hésitez pas à le dire dans le chat de quel organisme vous faites partie pour partager avec tout le monde. Et deuxième question, c'est plutôt l'Odyssée qui vous emmène sur ces contrées, sur ces différentes îles, sur ces monstres parfois aussi, mais également sur ces bonnes surprises. Et puis on finit quand même par arriver au bout du chemin, a priori. Candide ou l'optimisme arrive pas très très loin derrière, donc on a plutôt des gens qui ont envie d'agir, qui restent positifs et qui restent avec des idées à partager. Ça tombe bien puisque la table ronde nous permettra de faire un tour de table assez intéressant, d'inspirer tout le monde, puis après les ateliers permettront de produire aussi.
Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, et désolé pour ce petit problème technique. Donc, je repartage mon écran et je vous passe la parole pour démarrer la table ronde. Merci. Alors, il faudrait juste passer le Oui, oui, slide je suis en train de le suivant, faire, si c'est si ça possible. veut bien un jour. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la journée présentation, apparemment. C'est bon. Merci. Donc, on va démarrer le premier temps fort de cet atelier avec la table ronde, avec 4 experts qu'on a la chance d'avoir ce matin. Donc, Marie Gracia, qui est chargée de mission au plan bâtiment durable, Étienne Vignali, qui est chef de projet à la SPL Lyon Confluence, Jérémy Lequanfang, qui est chef de service bâtiment et sécurité architecture à Montpellier Méditerranée Métropole, et Sébastien Ilouz, qui est responsable des investissements efficacité énergétique Banque des territoires. Alors, afin de démarrer cette table ronde, c'est le slide suivant. Ça ne fonctionne pas. Myriam? Oui, oui, j'essaye, je t'entends, mais désolé, il y a voilà, il y a un problème, j'arrive pas à passer, visiblement, ça marche pas. Sinon, c'est pas grave, on peut commencer directement la table ronde à ce moment-là. Voilà, allez, Voilà. ça y est, c'est bon. C'est bon. Donc, et afin de connaître un peu mieux justement nos 4 experts, vous avez un mur d'humeur là devant vous. Alors, j'aimerais que chacun de vous 4 puisse se situer. Alors, si possible, en utilisant en haut de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle Options d'affichage et vous avez une commande qui s'appelle Annoter. Et vous pouvez choisir un petit marqueur ou une petite étoile ou ce que vous voulez, un petit cœur. Et vous choisissez un personnage et vous nous dites un petit peu quel est votre ressenti du moment et peut-être un peu plus aussi sur vos activités, votre sujet brûlant du moment et voilà, comment vous vous sentez. Alors, on commence peut-être par, je ne sais pas, Marie? Oui, alors bonjour à tous, le temps de trouver Bonjour. l'option pour annoter, j'ai pris un tout petit peu de retard. Mais moi, je vais vous dessiner un magnifique rond qui n'est pas rond, ici. Pourquoi ça? Parce que d'une part, je pense que ça retrace un peu mon action au plan bâtiment durable. Le plan bâtiment durable, c'est une mission d'animation et de mobilisation de la filière professionnelle sur les enjeux de transition écologique des bâtiments, comme son nom l'indique. Et pourquoi prendre ce petit groupe où en fait, on peut aller plus haut en s'appuyant sur les autres? Parce qu'on est une toute petite équipe et que tout ce qu'on fait, on le fait grâce à la mobilisation des acteurs. On porte jamais un sujet tout seul, mais bien collectivement. Notre idée, c'est plutôt de tirer le mieux et de l'expertise des uns et des autres pour arriver à pousser des sujets plus haut. Et je pense que ça représente bien aussi ce qu'on est l'exercice de ce matin, de réussir à capitaliser sur les expériences des uns et des autres et d'avancer sur ce sujet qui est ambitieux, peut-être parfois un petit peu en équilibre. Je vois qu'un équilibriste se promène aussi sur l'image. Mais pour autant, je pense qu'on est à un moment assez clé sur le sujet de la rénovation énergétique du parc public et des bâtiments de façon générale et que pas mal de choses sont en train d'avancer positivement. Merci. Je vois également qu'il y a un personnage qui est à la manœuvre avec une truelle là. Alors, je ne sais pas qui se cache derrière cette étoile. Ça, c'est moi. Jérémy? Bonjour à tous. Oui, c'est moi, c'est le maçon qui est au pied du mur et puis qui n'a pas d'autre choix que de faire et de réussir. Donc voilà, il met les équipes dans ce mouvement pour la rénovation énergétique. Et puis, j'aurais pris peut-être aussi le petit personnage qui est tout en haut, très enthousiaste parce que je suis un indécrottable optimiste, mais voilà, moi, je me sens vraiment comme vraiment étant au pied du mur. Voilà. Merci. Alors, il y a un petit bonhomme qui grimpe sur le mur. Alors, c'est peut-être Sébastien, je ne sais pas.
Alors, c'est pas moi qui l'ai Non. dessiné, mais effectivement, j'hésitais, donc je m'associe à la personne qui a fait ça. Moi, il y a deux images effectivement que j'aime bien. C'est effectivement le bonhomme qui fait la courte échelle, parce que effectivement, on est là pour aider les collectivités, la Banque des territoires, dans leur projet de rénovation énergétique. On aura le temps de décliner ça de manière plus précise. Bien évidemment aussi, les choses se font en équipe. Donc, je rejoins tout à fait la vision que Marie a déclinée sur le sujet. Hein. C'est vraiment en équipe qu'on arrivera à traiter ce problème. Et c'est là que prend aussi justement tout ce sens cet atelier de ce matin. Et puis j'aime bien aussi le petit bonhomme là qui regarde au loin. Alors, il ne regarde pas trop loin, il regarde assez près, mais quand même avec un peu de recul. Et peut-être est-ce qu'il voit arriver une vague de rénovation là importante qui va venir et qu'on va vivre dans les mois à venir. D'accord. Et Étienne, du coup, alors, vous êtes-vous Bonjour, retrouvé? Bonjour. c'était le petit bonhomme qui grimpe. Ah, Alors le petit, bon après, il y a plusieurs personnages qui auraient pu illustrer ce qu'on peut conduire en tant qu'aménageur dans le quartier de Lyon-Confluence sur le sujet de la rénovation énergétique. Mais ce que je voulais illustrer par là, c'est que c'est long et c'est compliqué, mais que voilà, à force de persévérance, on arrive aussi à des résultats. Et voilà, c'est ça que m'inspirait ce petit bonhomme. merci bien. Je pense que vous aussi, participants, vous vous êtes retrouvés dans un des personnages de ce mur d'humeur. Merci. Donc, on va démarrer cette table ronde et je passe pour la première étape. C'est pas grave, on a quelques petits dessins qui restent. Je passe la parole à... le dessin. Oui, vous avez une gomme pour pouvoir le faire. Je ne peux pas le faire à votre place. Donc, donc, je passe la parole à Guillaume pour démarrer la table ronde, la première étape. Merci beaucoup Sylvie. Du coup, effectivement, on a pas mal de sujets à voir ensemble dans une toute petite heure pour discuter avant après de lancer les différents ateliers. Donc, on espère que cette première partie va vous inspirer. Peut-être commencer déjà sur le cadrage avec Marie, qui avait été la première à prendre la plume pour s'exprimer sur le tableau partagé autour de, effectivement, la question du passage à l'action. Pourquoi est-ce qu'on agit maintenant? Quel est le cadrage au niveau réglementaire? Comment est-ce qu'on s'assure aussi que la dynamique nationale, elle répond aussi à une envie locale et réciproquement, le local alimente le national. Comment est-ce que globalement, on fait le lien entre l'encadrement législatif, réglementaire, je ne vais pas dire le mot décret tertiaire, mais il va arriver très très vite, et effectivement l'envie d'agir au niveau des territoires, puis les différentes échelles qui peuvent se mettre en ordre. Quelle est la vision côté plan bâtiment durable et approche plus globale sur tout ce qui va être rénovation du tertiaire, Marie? Effectivement, je pense que je le disais en introduction, on est sur un moment, à mon avis, une temporalité assez particulière, avec au niveau réglementaire, le dispositif éco-énergie tertiaire, nouveau nom du décret tertiaire qu'on attendait depuis de nombreuses années et qui est maintenant un dispositif opérationnel. C'est ce dispositif éco-énergie tertiaire, donc c'est un objectif de réduction des consommations d'énergie finale du parc tertiaire avec des échéances en 2030, 2040, 2050. Et je pense que ce qui est important, c'est que ça trace vraiment une voie pour la rénovation du parc tertiaire, public et privé, et qu'on a une temporalité qui est marquée, des objectifs qui sont clairs, lisibles, et donc maintenant, collectivement, comment on se place dans cette trajectoire et on arrive à y aller. C'est un peu ça le moment dans lequel on est. Ça veut dire qu'autour de juste l'aspect réglementaire, on a un certain nombre d'outils, de dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Le plan de relance est venu abonder assez fortement sur le volet financement pour le parc public et sa rénovation. Tu évoquais le programme que vous portez à la FNCR, le programme ACTE, qui est aussi un programme emblématique d'accompagnement des collectivités. Donc, je pense qu'on a un certain nombre d'outils, que ce soit le volet réglementaire, que ce soit le volet financement, que ce soit le volet accompagnement, qui sont en train de se mettre en place. Et dernière chose que je rajouterai sans faire trop long sur pourquoi ce moment est particulier, je pense qu'aussi, on a un moment où il y a une envie et une demande côté citoyen d'aller sur ces sujets. La rénovation énergétique n'a jamais été autant portée dans le débat public que ces derniers mois, avec notamment les travaux de la Convention citoyenne pour le climat.
On a beaucoup parlé rénovation des logements, puisque là aussi, il y a des questions de contraintes qui sont en train d'apparaître. Pour autant, je pense que la demande, elle est partagée par tous et que les citoyens ont aussi une attente qu'au niveau local, dans les bâtiments du quotidien qu'ils fréquentent, dans ce que peut porter la collectivité, qui est l'échelon le plus proche du citoyen, il y a des choses qui bougent sur ce sujet. Donc, voilà, on est quand même à un moment où pas mal de signaux qui étaient peut-être des signaux faibles jusqu'à présent se rejoignent. Et en tout cas, nous, on porte l'envie de pouvoir capitaliser sur ces moments un petit peu clés. Dernier élément que tu évoquais, c'est un peu comment on relie peut-être les dynamiques locales, territoriales et le cadrage national. Nous, au plan bâtiment durable, ce qu'on porte et ce qu'on a toujours porté, c'est que les règles qu'il peut y avoir au niveau national, que l'État fixe, le cadre réglementaire, législatif, c'est des objectifs partagés, un chemin qu'on trace et une grande vision sur le sujet parce qu'à un moment, il faut cadrer nos objectifs. On ne peut pas partir dans le flou et on a sur le secteur du bâtiment beaucoup à faire encore, clairement, jusqu'en 2050. Par contre, la réalité, comment ça va se traduire, comment ça va se passer, c'est bien entendu au niveau local et territorial que ça va se faire. Et c'est sur impulsion des collectivités, c'est dans une décision d'une part des collectivités, mais aussi en fonction des priorités territoriales. On imagine bien que les choses ne vont pas se faire partout de la même façon, au même rythme, avec les mêmes priorités. Et ça, c'est vraiment les besoins locaux. Et je pense que différents outils d'accompagnement, de financement sont des outils qui sont réellement adaptés plutôt à une échelle locale et territoriale à ces besoins, mais je sais que certains en parleront beaucoup mieux que moi sur la question des outils. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas une opposition entre les deux visions. On est vraiment sur un sujet où les choses vont se faire ensemble, même si on a encore certainement à progresser. Et pour autant, aujourd'hui, on est dans une logique aussi de pouvoir écouter et de voir ce qui peut manquer, les besoins pour aussi adapter les dispositifs au niveau national. En tout cas, nous, c'est la conviction qu'on porte qu'il faut qu'on se nourrisse d'une réalité qui est celle vécue par les acteurs au niveau territorial. Tu mettais en avant le fait qu'on ait vraiment une approche de momentum très particulier où c'est le moment de prendre le virage. Avec ce dispositif qui est assez central, le dispositif éco-énergie tertiaire, on a vu, ça part du décret tertiaire, c'est plus large. Comment est-ce que vous, votre perception, votre retour des collectivités en particulier ou des acteurs du bâtiment de manière plus large, que le plan bâtiment durable est quand même assez au centre, au cœur du dispositif, c'est plutôt vu comme une contrainte supplémentaire, une norme de plus, on a déjà beaucoup à faire, pourquoi nous rajouter encore un objectif? Ou au contraire en disant, chouette, on a un objectif, on voit où on va, il y a des outils qui se mettent en place en parallèle, donc il faut qu'on saisisse cette opportunité, ou bien entre les deux. Quels sont les retours que tu ressens toi au niveau national avec cette vision globale que tu as? Je dirais que c'est assez varié, ce qui est une réponse du ni oui ni non. Je ne suis pas normande, je précise. Mais pour autant, on a une perception assez variée. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui se sont préparés depuis un certain temps à cette obligation réglementaire. Parce que, on en parlait, le décret tertiaire, ça a été posé dans les lois Grenelle en 2009-2010. Donc, on est quand même sur quelque chose qui était pas nouveau quand ça a été repris dans la loi Elan. Et c'est plutôt un dispositif qu'en tout cas un certain nombre d'acteurs attendaient dans sa formalisation depuis pas mal d'années. Donc, pour certains, ce n'est pas une surprise, ils s'y sont préparés, ils sont plutôt en avance. Et l'avantage, c'est que ça nous donne des retours d'expérience, des moyens de montrer que c'est possible, que ces objectifs peuvent paraître très ambitieux pour des acteurs et ce que ce soit des collectivités, mais même des acteurs privés qui vont se lancer un petit peu sur le sujet de la réduction des consommations d'énergie. Pour autant, on a des retours d'expérience qui montrent que c'est possible, qu'on a des premières étapes qui sont possibles sans forcément avoir des gros moyens financiers. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus derrière. Mais ce chemin, il n'est pas linéaire, il ne nécessite pas forcément, dès le début, de lancer la grosse artillerie, on va dire, que ce soit au niveau financement, au niveau travaux. Il y a une façon de progresser, de rentrer dans la dynamique et de vraiment tracer un chemin. Et je pense que c'est ça qui est assez important. Après, bien entendu, le fait que ça rentre dans un volet réglementaire et une obligation, c'est le moyen d'embarquer tout le monde, y compris ceux qui ne s'étaient pas penchés sur la question. Et on a besoin d'embarquer tout le monde. On ne peut pas se permettre collectivement, vu nos objectifs et notre ambition climatique, de faire qu'à moitié.
de ne partir qu'avec les plus motivés. Ça, c'était tracer la voie, ouvrir la voie, mais maintenant, il faut que tout le monde rentre dans cette dynamique parce que les enjeux sont énormes et que on est plutôt en retard sur la rénovation de notre parc. Alors tu parlais outils, je voudrais je me retourne vers Sébastien du coup sur ce sujet des outils. Sébastien, donc on le voit, responsable investissement, efficacité énergétique au niveau de la Banque des Territoires. Donc déjà une vision nationale intéressante, une vision financement, mais quand on discutait la préparation de cet atelier, Sébastien, à un moment tu m'as cité la phrase suivante, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de moyens qu'on ne peut rien faire. Alors déjà, il y a des moyens qui existent, mais en plus au-delà de ça, il y a l'envie d'agir aussi qui se traduit peut-être par d'autres outils que uniquement les moyens. Sébastien, si tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet. Oui, tout à fait, Guillaume. Ce qu'il faut retenir au-delà de la formule, qui est un petit peu simpliste et presque un peu provocatrice en mettant dans la peau de certaines collectivités qui ont effectivement peu de moyens et qui essayent d'agir. Hein. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que le facteur méthodologique, le facteur conduite du changement, le facteur mobilisation est un facteur extrêmement important et je dirais presque le facteur premier pour conduire un projet de ce type. Et que donc c'est peut-être plus sur ce sujet-là que la difficulté peut venir que sur le sujet de la capacité de financement, la capacité d'investissement. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous raconter que sans aucun moyen, vous allez pouvoir rénover l'ensemble de votre parc dans les 10 ans. Là, je vous rassure tout de suite, l'idée, c'est de dire, à l'heure où on est, le facteur essentiel, c'est le facteur temps, c'est le fait d'être en mesure de pouvoir se préparer pour pouvoir ensuite passer à l'action, et non pas passer à l'action par un grand soir où on lancerait toutes les rénovations d'un coup, mais d'abord par petites touches, qui vont ensuite mobiliser de plus en plus de personnes, qui vont prendre forme sous la forme, non pas de « ah, moi, dans la vie, j'ai qu'une obsession, c'est de rénover toutes mes chaufferies », parce que ça, ce n'est pas un projet de territoire, mais vraiment d'expliquer au sein de sa collectivité, et généralement, les élus, ils sont attentifs, ils ont déjà d'ailleurs des projets de ce type pour pouvoir mobiliser l'ensemble des services et de la population autour d'un projet de rénovation, d'un projet écologique, d'un projet de résilience des territoires avec tout ce qu'on peut imaginer avec les services qui peuvent aller autour. Et donc, je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut voir avant tout cette mobilisation sur la rénovation énergétique des bâtiments et que c'est vraiment comme ça qu'il faut agir plus concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à la Banque de Territoire, on est mobilisé depuis 2018 sur le sujet à l'occasion du grand plan d'investissement sur la rénovation des bâtiments des collectivités territoriales. On a signé une convention avec le gouvernement pour pouvoir mettre en place un certain nombre de financements et un certain nombre d'outils, à la fois en prêt, à la fois en investissement, et puis à la fois sous la forme d'un parcours. Voilà. Et là, ça rejoint du coup l'aspect méthodologique, un parcours qui permet du coup de construire son projet, de pouvoir quelque part le sécuriser parce qu'il a été construit avec des bases solides et ensuite de pouvoir le réaliser. Donc, on pourra y revenir à l'occasion notamment du programme 1000 écoles qu'on a lancé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, la première étape, c'est de mobiliser, de sensibiliser. Ensuite, c'est de construire une stratégie patrimoniale. Et donc, pour ça, pour agir, il faut d'abord mesurer. Et pour mesurer, il faut d'abord être en situation de pouvoir avoir une bonne connaissance de ses consommations énergétiques, de ses surfaces, de l'état de son patrimoine. Ça peut paraître tout à fait basique, mais je peux vous dire que beaucoup de collectivités, lorsqu'on leur pose la question, n'ont pas forcément ces chiffres à jour. Et donc, c'est déjà commencer par cette étape-là. Et puis ensuite, se poser la question de la priorisation, des moyens, bien évidemment, qu'il va falloir, et puis identifier, là, j'insisterai là-dessus, les actions rapides qui peuvent être mises en place pour tout de suite marquer le coup de la réussite, de ces quelques gains qui vont aussi faire du bien et qui vont permettre d'embarquer sur la base d'un bilan positif pour une première démarche. Hein. C'est tout le sens, nous, qu'on donne avec le dispositif InTracting, mais bon, après, chacun peut le faire comme il le souhaite, sous forme d'InTracting ou d'autres. Hein. Ce qui compte, c'est de pouvoir rapidement se mettre à l'action. Et puis, pour pouvoir, on parlait du décret tertiaire, pouvoir aussi renseigner là, dès septembre, les premiers chiffres qui seront demandés dans Opéra. Et ça, c'est important de ne pas louper ce départ parce que ça sonne la mobilisation
des services, et quand je dis des services, ce n'est pas uniquement le problème du service énergie ou du service patrimoine, c'est l'ensemble des services de la collectivité qui doivent être mobilisés autour de tout ça, le service éducation, le service des finances, pour pouvoir renseigner l'outil et puis surtout se construire une stratégie de moyen et de long terme et d'avoir en face de soi l'ensemble des conditions qui sont nécessaires ensuite à la réalisation des étapes 2030, 2040, 2050. Alors bien évidemment, on ne va pas demander de commencer je dirais, à financer les étapes de 2050, ça n'a pas de sens, mais déjà ensuite, au niveau de l'élu, de se poser la question de la part qu'il pourra prendre dans son mandat pour cette rénovation. Ça, c'est intéressant parce que vraiment, il y a l'aspect, on pourrait attendre la Banque des territoires sur l'aspect financement uniquement. Au contraire, tu dis c'est un outil, mais l'approche, elle est avant tout en priorisation, de méthode, de côté savoir serrer et prioriser ses actions, le court terme qui enchaîne sur du long terme, dans cette vision long terme qui est assez essentielle. Et ça, effectivement, le côté méthodologie est accessible à tout le monde, quelle que soit la taille de la collectivité. Encore une fois, Sébastien, tu le disais, il y a question des moyens ou autres, mais voilà, qu'on soit dans petite collectivité rurale, qu'on soit au contraire à la tête d'une grosse métropole, dans les deux cas, on a des choses à faire de manière adaptée à son territoire. Oui, tout à fait. Après, c'est la méthode qui va bien évidemment différer lorsqu'on est sur une collectivité de petite taille ou même de moyenne taille pour certaines et qui n'aurait pas les services et l'ingénierie suffisantes, parce qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. Hein. L'ingénierie territoriale, malheureusement, n'est pas accessible à toutes les collectivités. Et là, je pense qu'une piste intéressante sur laquelle on travaille notamment avec la FNCCR et aussi avec d'autres, c'est la mutualisation, c'est de pouvoir mettre en commun, et je pense que certains nombre d'entre nous seront en mesure de parler de ça notamment, parce que je vois un certain nombre de témoignages qui vont dans ce sens, mettre en commun une ingénierie pour pouvoir avoir les bons spécialistes, les bons techniciens, les bons ingénieurs qui, mutualisés à l'échelle de plusieurs communes, vont pouvoir conduire ces projets de rénovation. Merci Sébastien, c'est vrai que ça donne des clés pour agir, effectivement, quelle que soit la taille de la collectivité aussi. Du coup, c'est pas parce qu'on est plus petit ou plus grand que c'est dans un cas plus compliqué, d'autres trop complexes à mettre en œuvre ou autre. Il y a des choses à faire. La question de la mobilisation, on va la revoir avec Étienne et Jérémy dans un cas, la logique club, dans l'autre, l'approche métropole et commune. Peut-être Sylvie, si tu veux prendre la suite justement pour qu'on passe un peu à ce retour terrain à la fois de Jérémy et d'Étienne sur comment est-ce qu'on arrive à mobiliser et avancer sur le terrain avec des exemples de projets. Oui, précisément. D'abord, peut-être côté métropole, du côté de Montpellier. Vous avez un grand historique, on peut dire, hein, c'est sûr, de la gestion de la maîtrise de l'énergie à Montpellier depuis une trentaine d'années, même peut-être un peu plus. L'échelle de la métropole, donc je crois que c'est 67 bâtiments que vous gérez. Justement, c'est intéressant de savoir comment justement vous mettez en place cette stratégie Quick Win avec une rénovation globale et comment aussi vous mutualisez votre expérience avec les communes, les nombreuses communes de la métropole. Oui, alors c'est un peu plus de 67 bâtiments, c'est 67 bâtiments qui sont supérieurs à 1000 m². D'accord. Voilà, qui sont donc dans le décret tertiaire. Alors, effectivement, le Quick Win, hein, donc je rappelle, c'est des solutions gagnantes qui permettent d'économiser rapidement et à faible coût. On sait que voilà, sur 100% de travaux à faire, voilà, les 80% ne coûtaient pas trop cher, et puis par contre les 20%, derniers pourcents vont être un peu plus difficiles à mener. Je vous arrête un peu, Jérémy, parce qu'on a du mal à vous entendre. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, pas que moi. Peut-être juste, Jérémy, je pense que c'est le micro de votre PC. Regardez bien votre PC quand vous parlez sans trop bouger la tête. Je pense qu'on entendra mieux. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger. Merci. Merci. Donc, au niveau des Quick Win, donc c'est la problématique, c'est est-ce que les travaux que je vais engager rapidement ne vont pas perturber les travaux d'après. Un exemple plus simple, je change toutes les menuiseries parce que c'est simple à faire. J'ai mis du double vitrage, tout ça, très bien. Mais si derrière, je n'ai pas fait attention au doublage qui doit revenir sur la menuiserie, que ce soit du lingère intérieur ou par l'extérieur,
je vais me créer plein de points thermiques. Et puis en fait, la solution que j'aurai très rapidement en œuvre va s'avérer problématique pour l'innovation globale. Donc, ça marque le fait qu'il faut, dans cette stratégie-là, bien connaître ces bâtiments. Alors, effectivement, Sébastien a indiqué qu'il y avait un bon nombre de collectivités, d'ailleurs, qui ne connaissent pas très bien ou qui ont un patrimoine tellement étendu avec du bouche à oreille, etc., que on ne peut pas, on n'arrive pas à bien saisir bâtiment par bâtiment ce qu'on doit y faire. Donc, c'est vrai que le premier travail, c'est un inventaire particulier. En fait. Après, dans les quick wins, il y a effectivement l'aspect technique, mais il y a aussi l'usager. Un petit exemple qui avait été fait du temps de l'agglomération de Montpellier, une petite des flyers, etc., pour expliquer que tout le monde pouvait éteindre la lumière en partant du bureau, quand il allait voir son collègue, voilà, on peut rallumer quand on revient, c'est tout simple. On pense quand on est chez soi, mais pas forcément au bureau. Et d'une semaine à l'autre, c'était tout de suite 5% de consommation en moins. Et donc, ce pourcentage avait évidemment été été diffusé pour indiquer aux usagers qu'on avait fait peut-être une publicité, une été incitative, mais que derrière, ça s'est tout de suite vu sur la consommation du bâtiment. Donc, voilà, il faut penser à ça. Il y a bien sûr la technique, mais il y a aussi l'usage. D'accord, merci. Et je crois aussi qu'il y a vis-à-vis aussi des usagers et puis et des autres, l'idée aussi des enjeux du consommer local, je crois, et de relier rénovation thermique à ces enjeux-là. Et ça, c'est assez nouveau à Montpellier ou c'est en cours? Le consommer local, je crois que voilà, on y a tous goûté. Le Covid l'a encore plus marqué. Et là, effectivement, on essaie de regarder un peu les matériaux biosourcés qui sont vraiment proches de nous. Et effectivement, on aimerait isoler avec la balle de riz, puisqu'on a le riz camarguais qui n'est pas très loin. Voilà, la coque de riz permet de faire de l'isolant. On va essayer de mener au moins un chantier test pour ça, donc un chantier à grande échelle. D'accord, merci. C'est vrai que c'est motivant. D'accord. Et du côté de la SPL Lyon Confluence, donc Étienne, votre rôle, vous, c'est un peu un rôle un peu multicasquette et de chef d'orchestre, donc à l'échelle d'un grand quartier. Moi, j'aurais aimé savoir comment, justement, quels sont vos divers modes d'intervention pour la rénovation énergétique et que vous nous expliquiez un petit peu les enjeux qui croisent évidemment bâtiments publics et privés et comment ça se passe justement avec les acteurs sur ce vaste territoire. Oui, donc bonjour à tous. Alors par rapport à la métropole de Montpellier, on a quelques différences d'intervention dues déjà à notre gouvernance qui est un peu particulière puisqu'on est un aménageur urbain. On est une entreprise privée à capitaux uniquement publics puisqu'on est une structure créée par la ville de Lyon et la métropole de Lyon pour réaliser le projet urbain de Lyon Confluence qui consiste à doubler la taille du centre-ville de Lyon sur 30 ans avec moitié de quartier existant et moitié de quartier neuf. Donc notre mission à la base n'était pas de faire de la rénovation énergétique. On s'est intéressé à ce sujet depuis une dizaine d'années dans un souci de cohérence du projet urbain, en considérant qu'on ne pouvait pas et faire des bâtiments neufs à haute performance et oublier la moitié de notre territoire. Et on a eu différents modes d'intervention qui sont un peu adaptés au gré des projets et puis au gré de nos progrès sur le sujet. On n'a pas commencé par les équipements publics d'ailleurs. On a plutôt commencé par accompagner des projets de rénovation de logements alors privés, en copropriété, de logement social, de tertiaire privé. Et puis, ces dernières années, la ville de Lyon et la métropole de Lyon nous ont confié la maîtrise d'ouvrage complète de plusieurs de leurs équipements
Donc, en l'occurrence, salle de concert, crèche, groupe scolaire, incubateur, bureau, etc. Donc, en résumé, alors aujourd'hui, les projets de rénovation énergétique à Confluence, entre ceux qui sont terminés ou ceux qui sont en travaux, c'est une vingtaine de bâtiments, 70 000 m². Et si on regarde que les équipements publics, c'est 4 bâtiments, 15 000 m². Donc, c'est effectivement un rôle multi-casquette, puisqu'on est tantôt maître d'ouvrage, tantôt assistant à maîtrise d'ouvrage. Et c'est un contexte particulier qui est un contexte métropolitain d'une collectivité, puisque c'est un projet urbain de la collectivité, qui a aussi des échos par rapport au niveau européen, puisqu'on a pu assez fortement accélérer la rénovation énergétique des bâtiments ces dernières années par le biais d'un projet européen qui s'appelle Smarter Together, qu'on mène en compagnie des villes de Munich et de Vienne. D'accord, merci. Et pour partager l'expérience donc acquise sur le site, vous avez créé le club des acteurs de l'éco-rénovation. Alors, comment ça marche? Qui le compose et est-ce que les travaux sont accessibles de ce club? Alors, oui et non. Donc, c'est un club qu'on a constitué l'année dernière, donc avec une cinquantaine d'acteurs publics et privés. Alors, beaucoup actifs sur le territoire de la métropole de Lyon, mais d'autres aussi ailleurs. L'idée, c'était de tirer le bilan un peu de ce qu'on a fait depuis 10 ans en matière de rénovation énergétique sur le quartier de Confluence. Alors le bilan sur des aspects très quantitatifs, par exemple des coûts de travaux, d'opérations, ou enfin ce genre de choses, des problématiques plus liées à l'intégration urbaine, à la protection du patrimoine, des problématiques plus techniques, usagées, ou plus d'évaluation post-travaux. Et puis de faire en sorte que ça soit pas juste limité au quartier de Confluence, mais que ça soit aussi l'occasion d'associer d'autres acteurs. Alors certains avec qui on avait travaillé très étroitement dans le quartier, d'autres pas forcément, mais toute la chaîne d'acteurs, que ce soit entreprises travaux, société d'exploitation maintenance, architectes, bureaux d'études, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, fédérations, réseaux ou acteurs publics divers. Et puis que ça puisse s'insérer dans une démarche assez volontariste de la collectivité à Lyon, qui se fixe d'assez gros objectifs de rénovation de son patrimoine bâti pour les prochaines années. Et que du coup, ce retour d'expérience et ce club constitué à l'occasion de ce retour d'expérience puisse nourrir les réflexions dans les prochaines années, en prenant garde aussi que ça se chevauche pas ou que ça fasse pas doublon par rapport à un certain nombre d'initiatives qui existent déjà. Donc, la démarche initiale, c'est plus un partage d'expérience élargi. La deuxième étape, c'est plutôt d'arriver à collectivement produire des propositions qui puissent aller dans le sens des objectifs de la collectivité. Et puis, la troisième étape est en train d'être définie avec les services de la collectivité et les élus pour pouvoir voir comment ce club pourrait venir compléter ce qui existe et pas faire doublon par rapport à ce que font déjà un certain nombre d'acteurs ou de fédérations sur le territoire. Mmh. Et concrètement, le travail qui est en cours se cristallise autour de manifestes de la rénovation? C'est ça Alors qui c'est est ça en le travail réflexion? le travail qui est en cours, qui est disponible, a donné lieu à des retours d'expérience d'acteurs représentatifs de la diversité de l'écosystème. Donc ça, qui sont des petites vidéos qui sont accessibles sur notre site internet. Et puis la rédaction de manifestes ou de propositions, c'est un travail en cours qui n'est pas encore diffusé, puisque c'est des versions intermédiaires des documents, mais qui feront l'objet d'une restitution dans les prochains mois. D'accord, merci. Je pense qu'on pourra partager également le site, sur lequel on partagera dans le chat un peu plus tard. Peut-être pour revenir à Jérémy, sur la métropole de Montpellier, est-ce que vous partagez votre expérience aussi entre les villes, mais aussi avec d'autres collectivités de France, peut-être de votre région, mais au-delà, sur ces questions-là? Est-ce que vous avez des groupes de travail, des manières de partager votre expérience? Alors, on est une métropole, donc il y a 31 communes qui sont embarquées dans la métropole. Donc, on a effectivement mis en place avec le service énergie on va dire une cellule de partage pour justement informer, diffuser, se rencontrer. Alors, on n'a pas encore, voilà, on est au tout début de cette aventure, mais ça, tout de suite,
enfin, tout de suite, ça nous est paru évident qu'il fallait qu'on soit dans le partage et surtout dans une sorte de, on va dire, de motivation générale, positive, et puis voilà, pour engager tout le monde, surtout que les objectifs, c'est 2030, 2040, 2050. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans une dynamique qui soit partagée par tout le monde et puis qui devra se transmettre. Donc voilà. Alors, par contre, on n'a pas de partage, en tout cas pas encore, de partage avec les autres métropoles, avec d'autres villes, mais je pense que ça va être, on va forcément nous le demander. Je pense qu'il va y avoir la demande politique qui va être là. Mhm. D'autant que tout à l'heure, Marie disait qu'effectivement, se nourrir de la réalité du terrain, c'était plus qu'important. Donc, du coup, c'est vrai que ces groupes d'échange, je pense, seraient très utiles à tous. Peut-être je vais repasser la parole à Guillaume, peut-être pour voir ce qui se trame aussi du côté de la Banque des territoires. Et Il y spécifiquement a pour la les Banque des écoles. territoires pour les écoles, mais je pense aussi à un autre point qui me faisait réagir par rapport à ce que disait, je ne sais plus si c'était Jérémy ou Étienne, un débat qu'on entend souvent, je me retourne vers Marie pour le coup, autour de rénovation globale versus rénovation par étapes, qui est un sujet de fond qu'on a dans le logement, qu'on trouve un peu dans le tertiaire. Est-ce qu'il y a des préconisations, Marie? Sébastien nous disait approcher par étapes dans une vision long terme. Est-ce que c'est aussi votre vision? Est-ce que chaque méthode correspond avant tout à la dynamique territoriale? Ou est-ce qu'il y a vraiment une priorisation à faire entre ces deux approches? Oui, effectivement, c'est un débat qu'on retrouve dès qu'on parle de rénovation. Et nous, on a tendance à ne pas les opposer. C'est-à-dire qu'on a un objectif final, c'est d'avoir une rénovation performante qui produit un effet réel. Après, il y a une question, est-ce qu'on le fait en une fois et on fait une réno globale performante, ou est-ce qu'on le fait par étapes? Je pense que les deux sont valables et vont dépendre du projet, de ce qui est faisable, du contexte, etc. C'est ça qui va jouer. C'est-à-dire que dans un monde idéal, bien sûr, on ferait que des rénaux globales performantes en une fois. Parce que c'est plus efficace, que techniquement, on aura des meilleurs résultats à la fin, c'est certain. Si on ne parle que de technique. Par contre, il y a une réalité de projet. Il y a une réalité d'investissement possible à un moment donné ou de programmation. Il y a une réalité on est sur un site occupé. Donc peut-être qu'on ne peut pas pendant 2 ans faire une méga rénovation et puis dire aux gens, les usagers, bon, bah, dehors, à dans 2 ans, et puis on verra en attendant. Voilà, donc je pense que c'est plutôt la réalité du projet qui va poser la question. Par contre, je le disais, techniquement, c'est sûr que quand on a une rénovation globale en une fois, on a souvent des meilleurs résultats. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas obtenir de bons résultats en faisant par étapes, mais par contre, ça se prévoit, ça se planifie. Et dès le début, on va devoir planifier les différentes étapes, s'assurer de les faire dans le bon ordre, de correctement traiter les interfaces, de ne pas s'arrêter en route parce qu'on risque d'avoir un contre-effet si on ne fait pas toutes les étapes. Donc, c'est plutôt une question de planification et ça rejoint ce que disait Sébastien sur le fait d'avoir une stratégie dans le temps établie. On peut y aller étape par étape. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup et souvent on ne peut pas faire tout d'un coup. Par contre, il faut vraiment avoir une réflexion dès le début sur le temps long, planifier ces étapes et on peut, à quelques conditions de ce type-là, avoir à la fin un projet qui va être performant, même s'il est réalisé par étapes. Ok. Sur Sébastien, on parlait justement de sites occupés, très justement, Marie mettait en avant que ce qui va guider aussi, c'est l'usage du bâtiment. Sur les écoles, il y a effectivement un plan de la Banque des territoires. Je veux bien que tu nous en dises quelques mots sur l'approche 1000 écoles, en lien aussi avec la dynamique actée en parallèle. Comment est-ce que toi, tu préconises l'action Est-ce qu'il faut justement aussi s'allier par rapport au type de bâtiment? Tu rejoins vraiment l'approche de Marie. Est-ce que c'est le type de collectivité qui doit guider ce type de rénovation? Et comment est-ce qu'effectivement, il y a des outils qui sont mis en place au regard de ces dynamiques? Oui, Guillaume, je vais parler d'abord du plan 1000 écoles pour le programme Action Cœur de Ville, qui est un petit peu pour nous vaisseau amiral, hein, une manière d'attirer l'attention et une focale sur le sujet d'abord des bâtiments d'enseignement. Hein. Pourquoi? Parce que les bâtiments d'enseignement, ils représentent à peu près la moitié des bâtiments des collectivités territoriales, donc c'est un niveau de surface relativement important.
D'autre part aussi, parce que symboliquement, rénover énergétiquement les écoles, c'est bien confirmé qu'on mise sur l'avenir, à la fois sur l'éducation et puis à la fois sur le développement durable, et en montrant l'exemple aux générations futures sur le fait qu'on est attentif à l'avenir de la planète et puis aussi attentif à leurs conditions d'apprentissage. Alors, le plan 1000 écoles ACV, qu'est-ce que c'est? C'est des conditions assez exceptionnelles qu'on a posées sur la table dans le cadre du plan de relance, donc quelque chose de, je dirais, qui doit être assez rythmé et sur lequel on va prendre en charge pour tous les projets de rénovation des écoles dans les villes cœur de ville, qui sont situées donc dans les zones de rénovation prioritaire, hein, ce qu'on appelle les zones ERT, prendre en charge une grande partie de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on va prendre entre 80 et 100% des coûts d'ingénierie, à la fois sur la partie schéma directeur énergie, à la fois sur la partie audit, à la fois sur la partie études techniques, et ça jusqu'à la maîtrise d'œuvre ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de contrats de performance énergétique. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va mettre en place un certain nombre d'outils qui vont permettre aussi de démultiplier et de faciliter justement la mise en œuvre de ces projets. Alors, on n'est pas capable de démultiplier les ingénieurs, les thermiciens, les BET. Donc, pour démultiplier notre capacité d'accompagnement, ensuite, on mise sur les outils qui sont de très bons intermédiaires et qui embarquent déjà de la pédagogie. Donc, on a des outils très basiques, justement, pour la partie mobilisation, donc, qui est la première étape, avec mon comparateur énergétique. Mon comparateur énergétique, c'est vous avez 30 secondes, vous allez sur le site de la Banque des Territoires, vous renseignez le code postal de votre commune, vous indiquez soit votre budget énergie, soit vos consommations en kilowattheure. Bon, ça, c'est des choses assez basiques. Et vous avez comme ça un benchmark très rapide entre la consommation de vos bâtiments et la consommation moyenne des bâtiments d'une ville équivalente. Voilà. Donc, c'est juste pour créer un petit déclic et pour pouvoir mesurer ensuite l'effort qu'il y aura à faire. Mais des outils de ce type, on en décline aussi de manière plus pointus, comme notamment un outil dédié aux écoles, justement, qu'on appelle Prédiac 360, qui permet, au-delà des sujets purement énergétiques, parce qu'on le sait tous, hein, l'énergie, c'est un facteur important, mais quand on parle de rénovation, ce n'est pas que énergétique, et ce serait une erreur de ne traiter que l'énergie. Donc, on est bien dans une rénovation globale. Et donc, cet outil Prédiac 360 bâti scolaire permet aussi d'appréhender sous la forme d'un autodiagnostic, donc directement par les services de la commune, les autres axes importants, les autres axes qualitatifs importants pour un bâti scolaire, la conformité, la sécurité, le confort, les questions aussi, on a élargi ça au niveau de l'emprise sur la biodiversité. Donc tous ces sujets-là, et de pouvoir du coup un peu positionner son école par rapport aux autres de ces écoles, et de pouvoir comme ça justement prioriser. Hein, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a caractérisé son parc, on le priorise et ensuite on met en place une stratégie. Donc voilà, ces outils viennent aussi agrémenter ce parcours. Précision, comme c'est dans le cas du plan de relance, tous ces dispositifs renforcés d'accompagnement sont valables à partir du moment où ils sont engagés avant avril 2022. Donc on donne à peu près 1 an aux communes pour se lancer. Après, on sera sur un accompagnement plus standard, c'est-à-dire qu'on les accompagnera, mais pas à ce même niveau de subvention là qui est très important. Ah, là, j'ai scotché Guillaume qui ne parle plus. Si, j'ai parlé, mais je parlais avec mon micro éteint. C'est moins pratique. J'ai donc une belle opportunité sur la partie école et puis l'ensemble des outils que tu as pu citer précédemment aussi, notamment sur la dynamique de l'intracting en particulier, mais pas que, sur l'ensemble des prêts qu'on peut trouver effectivement sur le sujet. Peut-être une question également autour de la réflexion côté décret tertiaire, approche éco-énergie tertiaire. On parle beaucoup effectivement cette stratégie positive pour aller vers
vers une meilleure rénovation. Si on regarde un peu ce qui se passe dans le logement, il y a eu un élément qui était beaucoup discuté autour de l'interdiction des passoires thermiques à la location. C'était une volonté à la proposition de la Convention citoyenne climat. Est-ce que un dispositif de ce type-là dans le tertiaire, ça paraît être intéressant, pas forcément? Est-ce qu'on est vraiment à cette approche au début? Et je le rapprocherai aussi d'un autre débat qui agite un peu la filière en disant on reste au seuil de 1000 m², on descend un peu en dessous de 500 m². Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Sébastien, Marie, peut-être aussi nos intervenants locaux, Étienne et Jérémy. Qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet, en tout cas, de seuil d'une part, et d'autre part, effectivement, de la question d'interdiction peut-être plus forte au niveau du tertiaire, d'engagement plus fort de rénovation? Est-ce que le dispositif suffit ou est-ce qu'il faut encore aller plus loin d'une autre manière? Bon, je vais peut-être commencer sur ces deux sujets, effectivement. D'abord, sur la question du seuil, effectivement, qui a été une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, d'abaisser le seuil d'assujettissement du dispositif éco-énergie tertiaire à 500 m². Ça n'a pas été arbitré en ce sens aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ça le soit rapidement. Cependant, je pense que c'est un peu la voie vers laquelle on va. On a un dispositif qui est à horizon 2050. Je ne doute pas que le dispositif va encore évoluer et que ce seuil va finir par descendre pour qu'on arrive à rénover l'ensemble du parc tertiaire. Je ne suis pas devin, hein, mais à mon avis, on va quand même dans cette direction-là. Le sujet, c'est quand. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il faut s'attendre à ce que dans le temps, on ait évolution du seuil pour réussir à embarquer l'ensemble des bâtiments tertiaires. Pourquoi peut-être pas tout de suite? Parce que quand on abaisse le seuil de 1000 à 500 m², on touche quand même une nouvelle typologie d'actifs qui peut-être est pas les mêmes acteurs, ne sont pas préparés de la même façon et on rajoute aujourd'hui surtout la crise sanitaire et la crise économique. On va toucher beaucoup de commerces, etc., où c'est pas le moment. Clairement, c'est une difficulté aujourd'hui. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de sortir de cette période et puis de voir comment les accompagner derrière pour rebondir avec les bons dispositifs sans, on va dire, charger la barque au même moment. Je pense que c'est un certain nombre d'acteurs économiques ont aujourd'hui plutôt envie de savoir comment se sortir et faire survivre leur entreprise que de rénover leur bâtiment, et on peut l'entendre. Donc ça, c'est un sujet. Après, sans rentrer trop dans le détail, mais sur effectivement le parallèle avec le secteur résidentiel et l'interdiction de louer les passoires thermiques, en tout cas à travers le dispositif du décret d'essence. Moi, je vois plutôt le secteur tertiaire sur ça comme en avance par rapport au résidentiel. C'est-à-dire le secteur tertiaire, on avait une obligation de baisse de la consommation énergétique et à terme une obligation de rénovation, puisque si on va atteindre les seuils et les objectifs fixés, à un moment, il faut quand même rentrer dans les travaux qui étaient posés depuis très longtemps, pas opérationnels pour tout un tas de raisons, mais quand même posés très en amont, alors que sur le secteur résidentiel, on a mis beaucoup de temps avant d'essayer de poser une obligation et de commencer à dire on va obliger les gens à rénover. Donc, pour moi, je renverse un petit peu le bateau, mais plutôt une perception dans le secteur tertiaire en avance. Je ne suis pas certaine qu'il faille rajouter une priorisation au niveau réglementaire ou législatif sur les passoires thermiques tertiaires. Je pense que c'est plutôt une question de stratégie locale et fonction de la stratégie que vont se fixer les acteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une vision de son parc, on priorise. Peut-être que la logique va être de prioriser les bâtiments les plus énergivores et les passoires parce que ça va permettre de dégager des moyens derrière conséquents, de faire baisser tout de suite les coûts de fonctionnement. Peut-être qu'on va prioriser plutôt l'école, qui n'était peut-être pas le bâtiment le plus énergivore, mais qui va avoir un impact sur les usagers directs et beaucoup plus fort et nécessaire. Je pense que c'est plutôt ça qui doit guider le sujet que de rajouter au niveau réglementaire ce sujet de passoires thermiques. Oui, je peux compléter, hein, je partage l'analyse de Marie. Alors moi, je précise que je m'exprimerai plus à titre personnel hein, que la position de la Banque des Territoires sur le sujet qui n'a pas vocation vraiment à exister, mais à titre d'expert, moi je pense que là déjà, on a franchi une grande marche en stabilisant l'ensemble des textes qui sont relatifs à l'obligation de rénovation des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², qu'on est dans une phase d'apprentissage là sur cette première année, puis on va voir cette deuxième année de renseignement de la base Opéra. On constate que les acteurs, notamment les acteurs des collectivités, sont bien mobilisés par rapport
à ce sujet-là. Donc on va peut-être d'abord tirer un premier retour d'expérience, voir si on n'a pas laissé de côté certaines communes, parce que moi je suis très attentif à voir justement si l'ensemble des assujettis à cette réglementation auront bien tous réalisé la contrainte et ce qu'il leur est demandé. À l'heure actuelle, j'en suis pas sûr. Il y a encore des collectivités qui découvrent là il y a peu cette obligation et qui s'en sont donc pas encore nécessairement préparées. Donc voilà, d'abord consolider ce noyau dur avec cette expertise qui va aussi permettre, je pense que c'est important que les autres secteurs de la chaîne de valeur de l'efficacité, si je puis dire, enfin, notamment les bureaux d'études, les constructeurs, puissent aussi se staffer, monter en puissance, monter en compétences sur certaines techniques un petit peu innovantes liées à la rénovation. Et ensuite, effectivement, parce que là, à un moment, la question se posera forcément, et forcément, à un moment, il faudra y aller, mais la question, c'est quand, descendre de manière plus fine pour d'autres bâtiments, pour pouvoir aussi les traiter, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que on a à un moment forcément des passoires énergétiques qui vont être forcément les bâtiments qui n'auront pas été traités, les bâtiments qui seront passés entre les mailles, et donc ce sont ces bâtiments-là qui seront à un moment donné les plus forts émetteurs. Et donc à un moment donné, forcément, on ne pourra plus ne pas les traiter. Après, c'est une question de rythme, de cadence, et de ne pas lancer tous les sujets en même temps, parce que sinon, effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à structurer une filière et à embarquer tout le monde. Donc, faisons déjà la preuve que l'organisation du décret tertiaire autour de la rénovation des bâtiments de plus de 1000 m² est en place, est en train de s'organiser. Et une fois qu'on aura ce retour, là, on pourra essayer d'accrocher d'autres surfaces, parce qu'il ne faut pas... Effectivement, comme le disait Marie, en fait, il y a une répartition un petit peu là comme ça en courbe de poisson. Enfin voilà, pour ceux qui voient un petit peu les statistiques sur les surfaces des bâtiments. Et dès qu'on abaisse à 500 m², en fait, on touche beaucoup plus de bâtiments, beaucoup plus diffus, mais aussi avec des maîtres d'ouvrage beaucoup moins organisés. Et donc ça, c'est compliqué d'appliquer les mêmes contraintes si je force le trait à une grande foncière qui gère des bâtiments de plus de 1000 m² et en même temps à un petit propriétaire ou une toute petite commune qui a une salle des fêtes de 200 m². Donc, c'est ça aussi la vraie difficulté de discernement et de différenciation des obligations au regard des moyens. De côté Jérémy et Étienne, il y a un autre sujet aussi qui était transverse à la discussion que vous avez abordé aussi, le côté usager. Quand on met en place une approche de rénovation, comment effectivement est-ce qu'on a une approche, enfin comment est-ce qu'on tient compte des usagers? Comment est-ce que eux ressentent cette approche de travaux? Est-ce que ça guide aussi vous cette approche, comme le disaient Marie et Sébastien, réno global, réno par étape? Comment est-ce que ça se traduit dans la stratégie opérationnelle de votre côté? Alors, oui, l'usager il va être au cœur au cœur du dispositif parce que, enfin, malheureusement ou non, mais on va surtout être dans des bâtiments, pour ce qui nous concerne, en activité. Donc, il va y avoir un gros travail amont déjà pour emmener le fait qu'on fasse des travaux et puis qui vont pas forcément être des travaux simples. Alors, c'est sûr que quand on est dans la chaufferie ou qu'on change juste les thermoïnos, les thermostats, etc., il n'y a pas grand impact. Dès qu'on passe sur du doublage ou des réseaux autres, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il y a déjà d'une part cette dimension-là, c'est-à-dire mais qu'on fait d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des travaux, c'est-à-dire d'information pour que le désagrément soit accepté. On ne l'évite pas, mais au moins c'est accepté. Et puis il y a cette dimension d'usage et de s'accaparer le bâtiment rénové et être efficient dans la consommation énergétique, ça va être aussi avec eux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que là on va essayer d'avoir peut-être une approche avec des psychologues du travail et autres, quoi. Je crois qu'il faut qu'on aille vraiment loin là-dessus pour changer aussi des comportements. Voilà. Étienne, pareil du Oui, côté alors, Lyon?
Sur la rénovation des bâtiments publics dans le quartier de Lyon-Confluence, là où c'est un petit peu particulier et différent d'autres endroits, c'est que en fait, c'est souvent de la rénovation énergétique couplée à du changement d'usage. Donc, par exemple, des anciens bâtiments industriels ou logistiques qui sont transformés en équipements publics. Donc, c'est de la rénovation assez lourde. Pour certains, on a les usagers avec nous tout au long du projet, et pour d'autres, les usagers ne sont pas présents. Typiquement, quand on fait la rénovation énergétique d'un bâtiment qui va accueillir une crèche, des fois les usagers ne sont pas forcément nés quand on commence le projet. Donc ça, c'est une des dimensions de pouvoir impliquer soit les usagers, soit les services directement ou qui ont l'habitude de dialoguer et de travailler avec les usagers. Et après, il y a une autre dimension qu'on essaye depuis peu de systématiser sur les projets de rénovation énergétique qu'on conduit, c'est de pouvoir faire un suivi de la collecte de données à l'échelle du bâtiment, collective, agrégée, pas forcément de la donnée individuelle, pour pouvoir suivre dans la durée, après les travaux, la performance énergétique réelle et de la comparer à la phase de conception, et pour pouvoir ainsi avoir une meilleure idée du confort des utilisateurs et progresser pour les prochains projets par rapport à des différentes techniques, différents matériaux qui ont été utilisés ou différentes conceptions. Donc c'est plutôt sur ces deux aspects-là qu'on travaille. Ok, bah écoutez, c'est très clair. Il y a deux questions dans le chat, une à laquelle vient de répondre Sébastien sur l'hyperlien pour trouver le comparateur énergétique. Une peut-être plus pour Marie, je te laisse répondre peut-être dans le chat en indiquant éventuellement l'hyperlien vers côté des crétacés, sur le côté sanction, en détaillant si jamais ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est crédible ou pas? C'est un débat qu'on pourra peut-être plus voir par la suite, pour pas terminer sur les sanctions quand même cette table ronde. On arrive au bout du temps dédié à la table ronde. Alors on a effectivement la pause dans quelques instants. On vous propose peut-être juste avant tous de partir en pause pour un petit quart d'heure, de faire une photo de groupe. J'invite donc chacun à mettre sa caméra l'espace de quelques instants, tandis que Myriam va quitter du coup le partage d'écran pour qu'on puisse apparaître en mosaïque. Et on a un photographe expert parmi nous, Lohan, que vous avez vu, qui sera aussi dans la co-animation des tables rondes, qui va faire des belles copies d'écran et tout rassembler ensuite. Vous pouvez prendre votre meilleur sourire, Lohan. Donc, Loan va faire du coup les photos avec toutes les mosaïques qui s'affichent. Merci à vous. Ça rend la chose un peu plus concrète. C'est toujours très perturbant, notamment quand on fait des petites blagues, d'avoir personne qui rigole. Peut-être qu'elles sont mauvaises aussi, c'est une explication. La plupart du temps, c'est que les gens, enfin, ce que je crois en tout cas, ont fermé leur micro. Donc, je crois que la photo est en train de se faire. Et Loan fait les différents écrans. Impeccable. Et on enchaînera ensuite dans 10 secondes avec une pause bien méritée d'un quart d'heure pendant laquelle je laisse Loan me faire signe dès que C'est toutes les fini, ouais. photos sont prêtes. C'est bon. Ok, super. Donc vous avez donc un quart d'heure. Surtout, n'ouvrez pas vos mails. Il n'y a rien d'intéressant. C'est bien ici que ça se passe avant tout. Marchez, prenez l'air, faites un café, un thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez. On se retrouve à 10h30 sur la même adresse pour effectivement après se répartir dans les différents ateliers. 3 ateliers. Vous avez le temps de réfléchir aux ateliers qui vous intéressent. On les rappelle peut-être en quelques instants. Premier atelier sur les outils du financement de la rénovation énergétique. Second atelier sur la mise en place de la stratégie patrimoniale. Et troisième atelier, comment est-ce qu'on passe du changement d'échelle entre passer à l'échelle quartier, l'échelle bâtiment, à l'échelle un peu plus large de la collectivité. Donc choisissez votre atelier pour qu'après on vous répartisse dans les 3 salles dédiées. On utilisera l'outil Mural à cet effet. Et vous retrouverez les experts dans les ateliers aussi. Absolument. Merci Sylvie de le préciser. Et donc, on débattra avec l'aide de l'outil Mural à ce niveau-là. Bonne pause à tous. On se retrouve à 10h30 précise. À tout à l'heure. À tout de suite.
Ouais, juste pour info, je n'arrive pas à partager mon visuel, mon dessin. Je n'ai pas le statut suffisant pour pouvoir partager l'illustration. Voilà. Oui, je vais aller voir si je peux vous donner le statut qu'il Ça faut. marche, merci. C'est moi qui a donné le Ah, statut de co-hôte là super, maintenant, oui, parce oui. que comme je suis devenu animateur, je peux faire ça. Alors, Ça, il ça- faudrait ça le fon- donner à iPad Olivier, parce que j'ai Oui, j'ai deux, donné à deux iPad connexions. Oh, Olivier, très bien. donc essayez de partager. Alors, pour l'instant, je ne peux pas partager parce qu'il y a une slide qui est déjà affichée. En fait. Ah oui, pardon, je vais arrêter de partager alors. Là, ça devrait marcher. Voilà, Ouais, voilà. Joli, super. super. Oh, c'est super chouette. Très joli, en effet, effectivement. Du coup, on redémarre à 10h30, c'est ça? On est bien dans les temps? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement, on est pile dans les temps. Ok, super. Myriam va te faire un café, tu as le temps.
Effectivement, que ce soit la Convention citoyenne du climat, les collectivités ou la manière d'agir en termes de priorisation, mobilisation, stratégie, quelle que soit l'échelle, effectivement, c'est un point important, quel que soit le type de collectivité. Les deux Rex, à la fois Montpellier et Lyon, sur le côté approche quick win, côté métropole de Montpellier, approche aussi locale, usagée, qui était bien mise en avant. Renault Global aussi approche un peu l'illustration de l'approche par étapes, les quick wins pour avancer vite, voir vers où on va et aller vers une réno globale dans le long terme. Et l'approche de Lyon de partage, de club, de mise en avant effectivement de tout ce qui va être au niveau des productions, des rendus. Et enfin, les stratégies d'investissement. Alors, le programme spécifique de la Banque des territoires sur les 1000 écoles. Il y a également un AMI acté qui est sur le sujet. Comment est-ce qu'on arrive effectivement à agir et à trouver la bonne échelle à ce niveau-là. Donc, en tout cas, un bon rendu. Bravo à Olivier pour ce premier élément, hein, comme le dit aussi Sébastien dans le chat. Je pense qu'on arrive à 10h31 à ma montre. Peter, alors on a donc 3 groupes de travail qu'on va lancer en simultané, donc 3 salles virtuelles dans lesquelles vous allez pouvoir vous répartir directement. Une salle, donc encore une fois une thématique, quels outils pour le financement de la rénovation énergétique, avec Peter Elwen en animateur et une introduction par Sébastien côté Banque des Territoires. L'atelier numéro 2 sur comment mettre en place une stratégie patrimoniale, animation Hortense et Sylvie avec Jérémy qui nous donnera le contexte d'introductif. Et enfin atelier 3 avec animation entre Myriam et moi-même en l'occurrence, avec une introduction par Étienne. Comment est-ce qu'on passe du renouvellement urbain à l'échelle d'un quartier sur une approche plus globale? Peter a lancé d'un guichet unique ou des appels à projets et tous les deux fonctionnent peut-être pas très bien pour le secteur des bâtiments publics parce qu'appel à projet, c'est justement ça, qu'on ne peut pas travailler dans la pérennité, on doit être prêt le moment où l'appel est lancé, on doit avoir son projet quasiment prêt pour le réaliser dans le délai qui est demandé, on ne peut pas préparer quelque chose de bien. Un guichet unique, c'est qui va le gérer? Est-ce que c'est l'ADEME qui n'a vraiment pas les moyens personnels? Ils ont même de problèmes d'avoir de moins en moins des capacités internes. Donc, on n'a pas trouvé la solution pour ça non plus. Il y a aussi sur certaines collectivités quand même la limite d'endettement. Donc, même s'il y a peut-être la volonté de faire plus, on ne peut pas. Et ce n'est pas le contrat de performance énergétique ni l'Intracting qui font la solution. Donc, c'est là aussi, il faut aller vers les programmes des subventions parce que ça, c'est l'unique moyen de faire des investissements encore plus large. Et puis, on a aussi discuté un peu sur la stratégie. C'est peut-être plus le groupe 2 qui doit nous répondre. Donc, on se posait la question par rapport
aux écoles qui ont peut-être plus que 1000 mètres carrés, mais qui sont utilisés un jour sur deux, si on voit ça sur l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à la rénovation très, très profonde pour ces bâtiments qui sont utilisés pas plus faibles, on va dire, que d'autres, que les piscines ou par exemple, ou des maisons, des EHPAD, on se posait la question, on se posait aussi la question de la mutualisation de certains bâtiments qu'on trouvait, c'est un très très bon moyen qui fonctionne d'ailleurs déjà très bien pour les bâtiments neufs. Pour l'existence, c'est encore un peu plus compliqué. Voilà, peut-être ça c'est un peu le résumé de ma part. Donc je laisse Loan compléter si j'ai oublié des choses importantes. Non, c'est vrai que je crois que c'était à peu près la globalité de ce qu'on a pu dire sur les financements. Et peut-être Sébastien quand même, qui a aussi pas mal de questions. Est-ce qu'il était satisfait des réponses qu'il a eues? Et qu'est-ce que toi, tu as noté comme point clé aux conclusions pour toi? Non, effectivement, c'est ça, c'est quelque part le constat que les choses sont en place, mais que se pose la question du timing. Est-ce que effectivement, dans le cadre d'un mandat, dans le cadre de 2 mandats, on a le compte y sera? Ça, c'est pas forcément acquis. Donc, comment modifier les financements, mais plus globalement l'organisation, parce qu'on a bien vu que le choix des différents modes de marché conditionnait à la fois les modes de financement, mais aussi du coup l'organisation interne de la collectivité, et que ça, c'était aussi un travail de long terme, puisque ça touchait vraiment la structure même de la collectivité. Donc, ça faisait partie des choses importantes à appréhender. Aussi que même les métropoles les plus importantes n'ont pas forcément encore tout mis à plat. C'est vrai que c'est assez complexe, n'ont pas forcément mis à plat l'ensemble de leur stratégie patrimoniale, de leur schéma directeur immobilier, et que donc doit passer par ces étapes-là pour pouvoir avoir cette vision de long terme et pouvoir mettre toutes les cartes sur la table. Après, on ne l'a pas dit, mais je pense qu'on l'avait tous en tête. Enfin, d'ailleurs, plutôt, ça a été dit, mais on ne s'était pas rappelé à nouveau. Mais bien évidemment qu'au-delà des questions de rénovation énergétique, c'est les rénovations plus globales qu'il faut financer. Et donc, c'est ça aussi la difficulté du financement, puisque là, en fait, on imagine la rénovation du parc et pas uniquement une rénovation énergétique sur laquelle on n'aurait pas à traiter les autres aspects. Mais c'est bien l'ensemble des aspects qui doivent être embarqués. Voilà ce qu'on peut en dire. Ok, alors Merci. peut-être le retour de l'atelier 2 à ce moment-là pour continuer sur la suite de ces éléments intéressants. Alors c'était côté Hortense et Sylvie, me semble-t-il. Je ne sais pas si vous aviez un rapporteur désigné ou si c'est vous qui avez pris tous les éléments. Non, nous non plus, on n'avait pas de rapporteur désigné, mais du coup, je vais m'en charger et puis je laisserai éventuellement également Sylvie et Jérémy compléter s'ils le souhaitent. Alors du coup, donc nous, effectivement, donc l'atelier portait sur comment mettre en place une stratégie patrimoniale. Donc, tous les participants à l'atelier étaient fortement d'accord avec le fait que c'était une nécessité pour orienter la prise de décision, déterminer les objectifs et prioriser les actions pour, en d'autres termes, avoir d'une part une vision à long terme, être en capacité de prioriser les bâtiments et donc, in fine, savoir par où commencer et dans quel ordre. D'autre part, on retrouve aussi cette nécessité par rapport aux questions financières. Donc, c'est cette capacité à planifier les investissements et à phaser les projets dans le temps. Tout en prenant en compte, du coup, bien évidemment, les retours, les temps de retour sur investissement de chaque projet. Je reviendrai juste à la fin, du coup, sur les retours d'expérience, assez, inspirants qui ont pu être, partagés, en ce sens. Donc au niveau des enjeux et bénéfices, donc on est bien d'accord, hein, comme je vous disais, que c'est cette nécessité d'avoir, une vision claire et une feuille de route. La nécessité d'optimiser, la rénovation pour prendre en compte l'ensemble, du coup, des problématiques via cette, planification, via cette mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale de façon à bien prendre en compte, toutes les facettes de la gestion du patrimoine. Et également donc comme on l'a dit, donc réduire les coûts,
mais également du coup optimiser les dépenses qui sont liées à ces bâtiments, notamment par le fait de rationaliser les usages et d'optimiser l'occupation des bâtiments. Hem, on a aussi 2 autres, enfin 3 autres finalement aspects qui sont évoqués. D'une part, la question d'anticiper les besoins des futurs usagers, comme on en avait un petit peu parlé en plénière. Et puis également la question, pardon, j'ai un truc qui me rate, mais également la question de l'accessibilité des bâtiments. Comment est-ce que ces bâtiments sont desservis par le réseau de transport au sein de la commune? Et du coup, est-ce que ça va avoir un impact sur le choix de scission, rénovation, mutualisation éventuellement de ces bâtiments? Enfin, sur la question relative à la planification, on retrouve assez fortement aussi cette question relative à la temporalité et ce besoin d'avoir des indicateurs rouge, vert, orange pour avoir toujours cette histoire du phasage dans le temps et de priorisation des actions et des investissements. Donc, finalement, ça reprend un petit peu donc tous les éléments finalement qui permettent d'orienter la prise de décision. Mais au-delà de ça, il faut quand même aussi avoir en tête que tout ce qui est relatif à la qualité de l'air, à la sécurité incendie, aux contraintes réglementaires, au-delà du coup des simples aspects, énergétiques, va avoir un impact, non négligeable du coup sur les orientations qui seront, in fine, définies. Et puis on a toujours, hein, cette question qui est assez récurrente, du financement et du coup la recherche de financement et la capacité à avoir, les financements correspondants, à l'instant T vont aussi, avoir un impact finalement sur, la repriorisation éventuellement, des actions, qui seront mises en œuvre. Enfin, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on voit que la communication et donc la capacité de reproductivité et de visibilité est assez importante aussi pour, les participants du coup de l'atelier, ainsi que, la capacité, à innover. Hem, voilà et après donc au niveau des personnes à associer à cette réflexion, on voit bien que c'est quand même, bien sûr qu'il faut un portage, politique fort, donc de la part, des élus de la collectivité, mais que c'est aussi nécessaire d'associer, l'ensemble des services, donc financiers, énergétiques, administratifs, urbanisme aussi, bien évidemment. La nécessité, bien sûr, d'associer les usagers du bâtiment, mais également les exploitants, les clubs d'entreprise, qui rejoint un petit peu cette, notion, d'innovation qu'on évoquait tout à l'heure, mais également, les citoyens via le budget participatif, et également tout ce qui est relatif aux associations professionnelles ou aux syndicats d'énergie pour avoir ce partage de retours, d'expériences, innovants. Au niveau du portage, ce qui est beaucoup revenu, c'était la mise en place de contrats de performance énergétique, de marchés de partenariat plus largement, avec la possibilité de mettre en place des contrats de performance énergétique. Hem, L'intracting et également, voilà, des réflexions un peu sur des montages, innovants puisque c'est le bon moment, un peu comme l'a fait le SEHV. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 2 retours d'expérience, assez, intéressants. D'une part, donc le syndicat des énergies de la Haute-Vienne sur la mutualisation du financement des travaux de rénovation pour ces collectivités adhérentes et également, en Belgique, puisqu'on avait une personne de Belgique en tour des tables, la démarche, Reno-Hâte pour accompagner les communes, sur la mise en place de CPE. Voilà, si vous voulez compléter peut-être Sylvie ou Jérémy? Non, c'est bien complet. Je pense que chacun peut retrouver aussi sur le mural. Mais Jérémy, peut-être? Oui, non, c'était complet. À te réécouter, je crois qu'on a oublié aussi le côté RH. Parce que il faut du jus de cerveau et des petits bras, comme dit mon tout nouveau directeur général des services, pour mener à bien tout cela.
Super. Alors, dernier atelier, nous, on a fait comme vous, c'est-à-dire qu'on a aussi pris le rôle du rapporteur. Je commence du coup, Myriam, et je te laisserai compléter pareil avec effectivement les participants qui étaient autour de table. Ne pas hésiter à avoir des éclairages différents ou complémentaires. On a travaillé sur 3 thématiques. Quelle était l'analyse de la problématique? Deuxième thématique, quels sont les acteurs facilitateurs ou ralentisseurs, si je peux les appeler ainsi? Et enfin, les politiques de la ville qui sont mis en action sur le sujet. Autour de la problématique, il y a vraiment la question de première approche, de difficulté de savoir par où commencer et voir le chemin à parcourir qui peut paraître anxiogène, mais qui peut aussi donner envie, d'agir et de chercher en tout cas à s'entourer, à travailler ensemble sur le sujet. Le fait de reconnaître que tous, on était dans un processus d'apprentissage, quel que soit le stade sur lequel on est, qu'on soit vraiment en grand commençant ou au contraire déjà plus expert, qu'il y avait toujours des choses à aller plus loin, à rassembler et surtout à apprendre à ces niveaux-là. Et que cette logique de lien entre les différents acteurs, elle est assez essentielle, qu'on soit dans une approche vraiment très thématique en prenant une cible en particulier ou au contraire, et c'est un peu comme ça qu'on a vu l'atelier, en partant d'une partie de la ville pour élargir de manière plus large à l'approche quartier, de cibler l'ensemble des bâtis. C'était vraiment le réx qu'on a pu avoir en disant que ça permet certes d'avoir un projet un peu plus complexe, donc plus long, mais qui apporte de meilleurs résultats à l'arrivée. C'est vraiment pour la première partie sur l'analyse de la problématique. Sur la deuxième, en termes d'acteurs, qui est facilitateur, qui est ralenti, qui n'aide pas, qui n'est pas facilitateur, disons-le ainsi, on parlait de good guy et de bad guy. On est effectivement dans une approche où chacun en fait peut jouer le rôle d'accélérateur ou au contraire de ralentisseur sur le sujet. Ce sur quoi on s'est accordé, c'est le fait de la nécessité d'inclure les citoyens le plus en amont possible pour éviter tout effet de découverte et de rejet potentiel à ce niveau-là. Et puis l'idée aussi de chercher à analyser aussi, le type de quartier pour trouver les meilleurs, outils à disposition. Il y a 3 thématiques qui sont sorties pour analyser ces quartiers qu'on aurait pu mettre dans notre premier point, qui était de dire de travailler aussi sur la thématique de l'isolation des bâtiments. Une thermographie infrarouge permettait d'avoir ces éléments-là. Quels sont les bâtiments, fuyards, les passoires éventuels, les éléments sur lesquels il y a une approche groupée qui commence à ressortir. Travailler sur le côté plus, psychosociologique, enfin en termes en tout cas de statistiques par rapport aux revenus, d'avoir effectivement, la bonne tranche de revenus, donc pas trop faible parce qu'effectivement il y a d'autres préoccupations, pas trop élevé parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de la collectivité pour agir, mais une approche, intermédiaire et puis évidemment de cibler plutôt une approche propriétaire lorsqu'on est sur la partie logement et de mélanger les équipements avec le côté logement, bureau et cetera. Et enfin, troisième point sur la politique, de la ville où, il y a une, dynamique qui est assez intéressante de se dire que, il y a du temps à passer, il y a de comme c'était dit avant, il y a du jus de cerveau, de l'huile de coude en tout cas vraiment pratique à mettre en avant. Ça veut dire des soirées avec des conseils syndicaux, ça veut dire aller voir les collègues du service patrimoine pour travailler sur l'instruction des permis, les déblocages éventuels qu'on peut avoir et dans les autres, bonnes pratiques qu'on a pu relever, il y en a un sur attention au tout gratuit sous l'aspect, ce qui n'a pas de coût n'a pas de valeur d'une certaine manière. Donc pour essayer d'entraîner le passage à l'action, certes prendre en charge côté collectivité une partie, de ces coûts-là, mais ne pas en laisser, la totalité, dans les 2 sens d'ailleurs, ne pas laisser la totalité au partenaire en face, ni lui faire 100 gratuit, parce qu'effectivement tout le monde saute sur une étude gratuite, mais sans forcément aller vers la concrétisation et son analyse à ces niveaux-là. Le deuxième point qui était intéressant, qui était assez global, c'était rester pragmatique. On met en avant les différents arguments, donc l'argument économie d'énergie, mais l'argument confort aussi, dans une approche un peu assez holistique, avec notamment un point qui ressortait plus particulièrement, qui était de mettre en avant la valeur immobilière sur dans le gain en termes vraiment en valeur vénale d'une certaine manière, à la fois du bâtiment, à la fois du quartier. Rénover son bâtiment, c'est avoir un gain de valeur vénale de son bâtiment patrimonial. Ça joue aussi sur le quartier et réciproquement, lorsque la collectivité est dans une dynamique de rénovation globale au niveau d'un quartier, ça permet d'augmenter significativement aussi le gain en valeur immobilière, en tout cas au niveau du bâtiment. Donc au final, les différentes échelles sont assez imbriquées les unes par rapport aux autres à ce niveau-là. Le rôle de la collectivité qui a beaucoup été discuté sur le fait d'aller, identifier en première approche et donner l'envie, susciter l'action et faire vraiment ce facilitateur et puis, susciter, la passage à l'action, notamment avec l'approche d'actions, groupées. Donc encore une fois, pas forcément sur du tout gratuit qui ne nous semblait pas
pas être l'élément qui est le plus saillant et important à mettre en avant, mais le côté effectivement sur le fait de mettre le lien, animer, communiquer en bonne pratique. J'en cite une qui était par exemple, pour s'assurer que tout le monde soit là dans les réunions qu'on peut faire d'information de projet, d'adhésion du sujet, de partage des outils, mettre une bannière sur le rond-point à l'entrée du quartier. Ça, c'était Nantes qui était mis en avant à ce niveau-là. Mais en tous les cas, ne jamais sous-estimer cette approche de communication en lien avec les usages et le côté vraiment valorisation patrimoniale qui est assez intéressant, qui est un argument encore peu mis en avant et qui peut dépendre d'un certain nombre de politiques de la ville, qui fait écho auprès de ceux qui portent les bâtiments tertiaires comme les bâtiments immobiliers, évidemment au niveau logement en particulier, qui permettent effectivement de mieux ouvrir les chakras, si je puis dire, sur tous les arguments positifs pour passer à l'action sur la rénovation énergétique, notamment de l'échelle bâtiment à l'échelle un petit peu plus large. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire, mais évidemment, je laisse les participants à l'atelier compléter, Myriam et tout le monde aussi qui était autour de table. C'était très complet pour moi. Merci, Guillaume. Je ne sais pas si Étienne ou Philippe Lombard ou Marie veulent compléter. Parfait. Bah, écoutez, on passe on a fini cette phase de rendu des ateliers et de jus de cerveau qu'on a tous mis en commun, pour reprendre l'expression que signalait Jérémy tout à l'heure. Donc merci en tout cas d'avoir participé à tout ce déroulé de journée. On a encore 2 petits éléments à partager avec vous avant de se quitter pile à temps pour déjeuner. Le premier élément, c'est le dessin du coup qu'on a pu faire du déroulé de la matinée, qu'on va pouvoir mettre aussi en même temps que le sondage de satisfaction peut-être. Ah voilà, alors on va regarder le dessin avant de mettre le sondage de satisfaction. Merci du coup à Olivier de nous avoir construit le déroulé de la matinée que vous avez vu pendant la pause et le déroulé des différents grands ateliers entre le financement de la réno énergétique avec cette nécessaire lisibilité, pérennité qui est essentielle. Comment faire matcher l'envie long terme, l'envie court terme aussi des AAP qui sont mis en place et puis la vraie question centrale du guichet, l'ADEME ou autre qui peut être en place. Le côté stratégie du coup patrimonial qu'on a bien vu avec les différents axes d'orientation qui sont derrière, les bénéfices qu'on en retire et cette approche aussi de qui est là pour aider, animer, qu'on retrouve un peu dans le 3e atelier sur effectivement les facilitateurs, le faire ensemble et le côté lien entre les différentes approches pour avoir le bon équilibre sur essayer de faire passer un maximum de personnes en facilitateur et les grandes leçons qu'on a pu nous tirer très modestement sur le côté gratuit, les pionniers, valorisation d'un point de vue vraiment financier des bâtiments, de la ville. Et on voit que c'est une dynamique avant tout qui est commune. Et merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette dynamique commune. Peut-être avant de se quitter, un dernier sondage qui est un sondage de satisfaction. Comment est-ce que vous avez perçu cette journée? Comment elle a répondu à vos attentes? Peter ou Myriam, c'est vous qui lancez, je crois, le sondage? Alors, c'est moi qui partage déjà le Sur lien. Menti. Donc, ça va se faire sur Mentimeter. Donc, si vous pouviez copier, donc allez sur www.menti.com, copier le code. J'ai mis le code dans le chat. Oui, moi aussi, c'est parfait. Okay. Comme ça, personne, tout le monde le verra. Ouais. Je vais aussi partager mon écran, comme ça, on verra tous les résultats. Et je lance donc le sondage que vous voyez aussi ici, même aller sur le navigateur surtout pour pouvoir répondre. Donc la première question, c'est donnez-nous en 1 ou 2 mots, ou donnez-nous 1 ou 2 mots pour nous dire ce que vous retenez de cet atelier. Donc quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a particulièrement plu, ou voilà, quelque chose qui reste en tête et que vous amenez avec vous dans la pause de midi. J'ai juste une difficulté pour accéder au sondage sur Internet. Je ne sais pas si je suis le seul. Normalement, il suffit de mettre le nom. Ah bah là, je vois que c'est encore un autre code. Alors, est-ce que vous voyez le code là au-dessus? Peter, peut-être tu peux le remettre. Parfois, ça change, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est 68 38 61 23. C'est ce code-là qu'il faudra mettre. Ouais, merci beaucoup. Désolée. Aujourd'hui, la technique, elle ne veut vraiment pas. Donc, 1 ou 2 mots. Ça va s'afficher dans un nuage de mots pour avoir un peu votre ressenti par rapport à cet atelier. Très bien, mutualisation, en effet, on a discuté, c'est bien utile de regrouper le travail pour être plus efficace ensemble. Complexité, oui,
ça, c'est évident. On a bien vu que rien ne se fait rapidement, mais heureusement qu'il y a tous ces acteurs-là. Et puis, on a bien vu aujourd'hui aussi, même s'il y avait une majorité de collectivités, mais on était quand même très, très nombreux à venir de différentes organisations. Donc, c'est important qu'on soit tous impliqués. Travail, stratégie, partage, ensemble, planification, organisation, ténacité. Et oui, encore stratégie. Donc, ça semble être quand même quelque chose qui vous a marqué. Et bien évidemment, rien ne se fait sans ça. Courage, oui. Il y a besoin de ça. Émulation, ça c'est sympa de dire ça parce que c'était un peu aussi notre objectif avec cet atelier, de créer une émulation d'idées et de partage d'expériences. Réalisme, persévérance encore, donc ça va avec ténacité, rénovation globale, entraide. Donc on voit qu'il y a clairement un mélange, besoin d'un mélange entre voilà, compétences techniques, stratégiques, mais aussi des compétences un peu plus soft comme la ténacité, la persévérance, le courage pour réaliser cette aventure qui est la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc j'arrête là, même si je vois c'est super. Merci de votre participation active. Je vois qu'il y a encore des mots qui arrivent. On va passer à la deuxième question qui est beaucoup plus simple encore et qui est celle de en fait votre évaluation de l'atelier. Alors du coup, c'est donc sur une échelle de 1 à 5, comment vous a plu cet atelier? Comment vous a enrichi aussi cet atelier? On peut dire, est-ce que c'était voilà, pas du tout ce que vous attendiez? Est-ce que c'était beaucoup? Bon, voilà, une première réponse très positive, mais soyez vraiment honnête par rapport à ça, parce que les attentes peuvent varier. Nous, on a envie de savoir pour la suite, pour savoir comment est-ce qu'on reproduit ce format-là ou pas. Bon, là, on n'entre pas dans le détail non plus, mais c'est pour avoir une tendance globale de votre satisfaction. Donc, on est à 4,1 pour l'instant sur 5, ce qui n'est pas mal du tout. Voilà, bah, de toute manière, on va laisser ça. Ceux qui n'ont pas encore répondu, ils peuvent le faire en attendant encore un petit coup avant de refermer ce sondage. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour cette participation. Aussi bien merci aux experts qu'à tous les autres qui ont été fortement impliqués lors des ateliers. Et voilà, n'hésitez pas aussi encore à partager des ressources dans le chat si vous voulez, ou avec nous en tant qu'organisateurs, on pourra les faire passer à tous les participants. Donc, je vous remercie au nom de toute l'équipe d'organisation et je vous souhaite une bonne pause de midi, une bonne journée, un bon reste de journée. Bon déjeuner. Bon appétit à toutes et à tous. Et à bientôt, Wow, au plaisir. merci. Merci, au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, non, Sylvie est déjà partie.